Voilà, beaucoup de questions, et l'IA en elle-même est une question, est une source de questions, car en fait, on ne sait pas l'expliquer. À l'intérieur, il y a un grand point d'interrogation. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Varenne, qui va nous expliquer l'inexplicable, qui va tenter en tout cas de nous présenter cette grande question: comment ça fonctionne à l'intérieur, et pourquoi c'est si difficile à expliquer du point de vue mathématique et informatique. Professeur Varenne, je vous laisse la parole. Je vous en prie. Vous avez Merci. c'est bon, vous pouvez faire Oui, les voilà. changements. Oui, Très oui, bien. je pense que Merci. ça va marcher. Merci de votre patience. Merci aux organisateurs. Je suis très heureux d'être là et de rencontrer des publics très variés, puisque étant universitaire, ça me change un peu. Hier, j'étais à un colloque à la Sorbonne où il y avait des spécialistes de Hegel et de Leibniz, et donc c'était un peu plus voilà, feutré, on va dire. La cible n'était pas exactement la même. J'ai beaucoup apprécié aussi les conférences précédentes, et voilà, j'aurai des questions, bien sûr. Donc voilà, le défi aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir sur l'explicabilité. Je sais deux trois choses à ce sujet. J'ai un doctorant, sur la question de l'explicabilité de ces produits dont on a vu les performances, précédemment. Donc le plan, il va être simple, qu'est-ce qu'être explicable? Et puis ensuite, est-ce qu'on peut appliquer ces critères, aux IA dont on parle en fait beaucoup aujourd'hui? Il y a beaucoup de types d'IA, hein. Donc là, en fait, implicitement, il a été question des IA génératives avec les large, language models, hein, et puis, leurs dérivés, qui produisent également des images, mais qui sont fondés également sur le même principe. Donc en fait, ce sont des IA numériques, hein, par opposition aux IA symboliques et conceptuelles. J'aurai l'occasion, éventuellement d'y revenir. Donc pourquoi en fait ces critères de l'explicabilité, qu'on peut, tirer de la philosophie de la connaissance ou la philosophie des sciences, effectivement ne fonctionnent pas pour ce type d'IA? Donc j'essaierai de l'exposer dans un deuxième temps, d'y revenir, et puis dans un troisième temps, la question c'est pourquoi ça marche quand même? Parce que si justement on n'arrive pas à expliquer ces, choses-là, pourquoi c'est si performant? D'accord? Parce que jusqu'à présent, les techniques se sont fondées sur des sciences, et les sciences se fondent sur des compréhensions accrues du fonctionnement du monde. Donc on développe des techniques parce qu'on a plus ou moins compris quand même. Alors bien sûr, il y a toute une histoire des techniques qui n'a pas eu besoin de la science, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on attendait la science pour que les techniques se développent. Mais les techniques ont explosé, hein, dans leur développement quand les sciences, du monde physique se sont développées. D'accord? Donc on est relativement d'accord là-dessus, d'ailleurs, quelles que soient les civilisations. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi? Parce qu'il y a une opacité qui demeure, et cette opacité, à quoi elle est due? Alors, je reviens donc maintenant à l'explicabilité. Je prendrai 3 exemples. L'exemple tout d'abord du flipper. Donc vous avez, en bas le tire-bille, vous voyez? Donc qui est là ici. Vous, chargez un ressort en énergie potentielle, vous l'archez, et puis parce qu'il y a conservation de l'énergie, hein, et bien la bille va aller vers le haut, et comme il y a également diminution de l'énergie potentielle, transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique, enfin bref, il y a conservation de l'énergie, tout peut être expliqué par ce principe de la conservation qui est fondé sur une loi de la nature, une loi de la mécanique et de la physique. D'accord? Donc vous comprenez un peu le fonctionnement du flipper, et en théorie, tout mouvement de la bille peut être expliqué par cette conservation, de la quantité de mouvement, mais en fait plus que ça, parce que comme il y a une pente, de l'énergie. Deuxième exemple où on peut expliquer les choses. Tous les chats sont des félins, Félix est un chat. Donc Félix est un félin, donc je peux expliquer que mon petit chat est un félin. D'accord? Troisième exemple, mon fils Jean a moins de 16 ans, tous les moins de 16 ans doivent être scolarisés, donc Jean est scolarisé. Ah, forcément, il doit être scolarisé, donc c'est une forme d'explication, en tout cas en France, bon, dans un certain contexte. Alors comparons ces 3 exemples. L'exemple 1, physique, le tire-bille du flipper, on a une causalité qui repose sur une loi de la nature. Et cette loi de la nature, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dans ce cas-là, et le plus souvent, en fait, une loi de la nature prend cette forme-là en physique, c'est une conservation de l'énergie. Alors après, il y a, gestion des différents types d'énergie. Un type d'énergie se transforme en un autre type, et bien sûr, c'est intéressant. On parlait de l'aspirateur tout à l'heure. Vous avez transformé l'énergie électrique en énergie mécanique et en un peu de chaleur, hein. Donc votre aspirateur avec un sac ou sans sac fera de la chaleur aussi, malheureusement, hein. Donc il y a, une conservation néanmoins de l'énergie. Donc tout peut s'expliquer de ce qui se passe dans votre aspirateur de ce point de vue-là. Donc vous avez des causes. Dans le deuxième cas, vous avez plutôt des raisons. Vous avez plutôt des raisons.
Et quand même aussi une loi de la nature, parce que vous savez qu'il y a des félins, il y a des guépards, il y a des lions, il y a des chats, et ils sont tous cousins. Donc, il y a à la fois une loi de la nature, mais aussi des raisons, parce que en fait, c'est des concepts que les humains ont décidé de baptiser, le concept de félin, le concept de mammifère, et cetera, qui sont emboîtés les uns avec les autres et qui essayent de coller avec l'organisation de la nature. Donc, quand vous dites à un enfant: «Oui, ton chat est un félin», il apprend quelque chose à la fois sur une raison et sur une organisation du monde. Et donc, c'est un rapport entre concepts à fondement naturel. Et le troisième cas, c'est aussi un rapport entre concepts, mais à fondement conventionnel. Il se trouve qu'on a décidé qu'en dessous de 16 ans, on devait être scolarisé. Donc, c'est pourquoi tu dois être scolarisé, mon fils, même si tu as 15 ans et que tu as envie de faire autre chose. Donc, on a ici des raisons, mais une loi de la culture plutôt qu'une loi de la nature, vous voyez, avec de la logique. Donc, si on veut analyser maintenant cela, l'exemple 1, le flipper, on a un transfert conservatif dans un état du système vers un autre, d'une quantité qu'on connaît, l'énergie, et cette énergie, elle nous est accessible, on peut la mesurer. Donc on peut la comprendre, on peut la ressentir, on a des instruments pour l'évaluer. Dans le deuxième cas également, il y a une accessibilité, mais pas une énergie, une accessibilité humaine à une information. Donc c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Donc les systèmes informatiques, souvent, ont été longtemps interprétables et donc aussi explicables. C'est-à-dire qu'on a pu donner un sens à l'ensemble des micro-événements à travers lesquels ils passent. Donc ici, dans le cas 2 et 3, on a un déplacement conservatif d'une information humainement sensée entre concepts. Bref, en résumé, je donnerai le bilan suivant. L'explicabilité repose, me semble-t-il, sur des lois de la nature ou de la culture, peu importe en fait, hein, mais ce qui va avec une conservation. Une conservation soit d'une énergie que l'on peut mesurer, que l'on peut expérimenter, qui existe dans le monde réel, soit d'une information qui, au niveau des humains, a un certain sens et se conserve là aussi en partie. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut appliquer ces critères à l'IA générative, notamment les cas qu'on a. Encore une fois, ça ne va pas s'appliquer à tout type d'IA, hein, je ne parle pas d'autres types d'IA. Donc les IA, les LLM dont on a parlé, ChatGPT, pour ne pas le citer, en fait, sont fondés sur, bien sûr, des réseaux de deep learning, machine learning profond, apprentissage profond sur des multicouches, et cetera, vous le savez. Mais en gros, ça peut être amené à de l'analyse statistique non paramétrique, de données projetées. Donc vous projetez en fait des données dans un espace géométrique et plus dans un espace logique. Donc il y a une sorte d'écrasement, hein, des, différences tranchées entre les concepts. Alors, je m'explique un peu plus précisément. Vous lui donnez en entrée, c'est vrai, des signes discrets, des suites de mots. Donc, il mange des données essentiellement en anglais, hein, on l'a vu, il mange c'est des données en anglais, bon, mais qui sont des symboles discrets. C'est-à-dire, ils ne sont pas continus. Hein. Ce n'est pas comme le tableau, la Joconde, où il y a une espèce de sfumato, hein, donc vous ne savez pas quand vous êtes encore sur la robe de la Joconde, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est tranché. Mais néanmoins, vous autorisez l'ordinateur à se le représenter de manière continuiste, c'est-à-dire vous le projetez dans ce qu'on appelle un espace géométrique, d'accord? Avec des nombres qui appartiennent à l'ensemble des réels, d'accord? Et pas à l'ensemble des entiers. Et on n'est plus dans le vrai ou faux comme en logique classique. Et ça, avant, on croyait que c'était pas très performant. En fait, ça l'est formidablement. Et c'est ça qui, en fait, la véritable révolution, cette prise de conscience. Quand vous allez écraser les informations logiques, mais en les compensant par la masse d'informations géométriques sur les données humaines, alors vous pouvez produire quelque chose d'extrêmement performant. Je dis juste une chose sur le fonctionnement des transformers, hein, vous connaissez peut-être. On représente des mots par des vecteurs, d'accord? Et on les plonge ensuite dans des espaces de proximité. D'accord? Donc la Terre est ronde, donc ronde et Terre est très proche. La Terre est, et derrière on a satellite, c'est un peu plus lointain. Et puis bleu comme une orange, déjà c'est un peu plus lointain, c'est plus improbable, etc. Donc on peut comme ça utiliser les modèles de langage sensibles au contexte, c'est la grande innovation à partir des années 2017, c'est-à-dire les réseaux de neurones récurrents à attention pour les connaisseurs. Et en même temps génératif, on réengendre des phrases où le mot prochain, en fonction du contexte, est le plus probable, comme ça a été rappelé. Donc, on a plongé en fait des séquences de signes discrets, c'est-à-dire des phrases, dans un espace à, je dirais, structure réelle, numérique, de ce type-là. Alors, pourquoi l'IA générative est-elle peu explicable? Parce qu'en fait, donc, elle traite les mots comme des signaux et pas comme des signes.
D'ailleurs, l'origine de l'IA numérique, c'est ce qu'on appelle pattern recognition, la reconnaissance de forme. C'est là où elle était la plus performante, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, c'est la reconnaissance de tumeurs cancéreuses, hein, sur, je sais pas, 50 000 images, alors que l'oncologue s'est formé sur à peine 300 images. Bah, elle s'est entraînée sur 150 000, 100 000 images de cancer, de tumeurs. Et donc, c'est de la reconnaissance de forme. Donc des signaux, on peut dire, continus et pas des signaux discrets. Elle traite les signes comme des signaux, c'est-à-dire qu'elle prend les mots, mais évidemment qu'il n'y a pas le sens derrière, mais elle compense cette perte de sens par les relations horizontales et internes, à l'espace géométrique dans lequel on a plongé ces mots et qui est un espace, numérique qui n'est plus un espace logique. On a remplacé, la logique par la géométrie. C'est un peu l'idée qu'il faut avoir. Donc, elle perd le sens des signes, elle se concentre sur des relations approchées entre des signaux, c'est les fameuses corrélations. On vous dit l'IA, effectivement, ne comprend pas les causalités, elle comprend les corrélations, mais j'espère vous avoir rendu un peu plus précis cette idée. Donc, c'est vrai qu'elle transforme de l'information. Un computer, c'est toujours quelque chose qui transforme de l'information discrète en information discrète, d'accord. Mais elle ne conserve pas, et je reviens sur la première partie de mon plan, elle ne propose pas un traitement de l'information conservatif pour nous. C'est-à-dire si, l'information avait un sens en entrée pour nous, elle n'est pas, contrainte de conserver ce caractère sensé et interprétable pendant le traitement de l'information. Et c'est la raison pour laquelle les sorties sont si peu explicables. Alors on pourrait dire: «Mais comment ça se fait que ça marche?» Ne faut-il pas quand même passer par des lois de la nature ou de la culture pour, produire des textes sensés et qui ont une efficacité dans le monde réel? Et ça, une efficacité vraiment, bluffante, hein, comme, Flavien ou Cédric nous l'ont, démontré. Alors la compensation, comme je l'ai dit, c'est fondé sur des données massives et alors après, je ne vais pas rentrer dans les considérations mathématiques, mais s'il y a des questions, je pourrais y revenir. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que comme ça plonge en fait de la logique dans de la géométrie, dans des espaces à un très grand nombre de dimensions, en réalité, ça rejoint quand même un peu l'esprit de la science physique, qui est de trouver des symétries. Une loi de la nature, c'est des symétries en réalité dans des espaces de données. Mais comme ces espaces de données ne sont pas, je dirais, heuristiques pour notre cerveau mouillé, le wet brain, c'est-à-dire pour notre cerveau avec seulement 100 milliards de neurones, hein. Il y a 20 ans, je disais à mes étudiants: «Jamais il y aura une IRA générale parce qu'il y a quand même 100 milliards de neurones». Maintenant, je dis: «Il y a que 100 milliards de neurones», donc sachant que dans le ChatGPT, il y en a 175 et puis maintenant plusieurs millions de milliards, dans la version 5, je crois, et d'autres. Donc voilà, on peut plus dire aussi, simplement les choses comme ça. Donc, elle trouve bien sûr des formes de conservation, elle découvre des symétries, hein, ce qui fait qu'elle peut nous connaître mieux que nous-mêmes, hein. On discute avec ChatGPT et à force, il nous dit: «Bah, finalement, j'ai senti dans ta manière de t'exprimer, dans le style que ceci, cela». Donc il y a une espèce de radiographie, hein, par analyse de signal implicite que peut faire la donnée parce qu'elle trouve des symétries abstraites pour lesquelles il n'y a pas de concepts qui font sens pour nous actuellement, hein. Donc elle nous débriefe sans qu'on le sache d'une certaine manière, et ces symétries peuvent souvent redoubler ou passer pour l'ombre de conservation réelle d'informations. Donc on est dans une forme d'humiliation de plus, vous savez les fameuses humiliations, hein, Freud, alors voilà, les décentrations et cetera. On découvre que la plupart des déplacements d'informations entre humains n'ont pas en réalité besoin ni de sens, ni d'ancrage dans le réel expérimentable. Le flipper, souvenez-vous, hein, on n'a besoin que des signaux, on n'a pas besoin de signes. Un signe, c'est ici 3 newtons, 50 joules, et cetera. Non, là, un signal, c'est quelque chose qui a un rapport à un autre signal, c'est tout. Ça horizontalise tous les rapports entre les signes en les transformant en des signaux. Et ce qu'on constate de manière humiliante, c'est que dans la plupart des tâches humaines, ce que j'appelle la parlure humaine, en fait, on dit que c'est des modèles de langage, mais à mon avis, c'est impropre, hein, ce sont des modèles de parlure. Le langage, les modèles de langage, c'est le modèle de Chomsky, c'est des modèles qui avaient la prétention d'engendrer la faculté de langage. Là, on est dans le pur empirique, on est dans l'observationnel. On engrange, on engrange, on engrange et on reproduit ce que ça fait de parler comme un humain. Alors, il y a les spaghettis à la carbonara et il y a la parlure à la humaine. Et ChatGPT, ça sait très bien hacker la parlure humaine. D'accord? Et on est en train de hacker la parlure des baleines. On va bientôt pouvoir parler aux animaux. La parlure des dauphins, la parlure
voyez? C'est-à-dire le style de parole, la profération effective et pas le fonctionnement même du langage, de la faculté de langage, qui est un vaste débat lié aux neurosciences, et cetera. Donc je dirais, ces machines ont hacké la parlure humaine. Et c'est une humiliation parce qu'on se rend compte que dans la plupart des tâches et des métiers, c'est quand même dramatique, hein. J'ai un fils qui cherche du travail en ce moment, qui travaille en IA, il arrive à ce moment-là, hein. La parlure humaine se suffit d'être modélisée de manière phénoménologique plutôt que de manière explicative. Alors pourquoi ça marche quand même? Alors même qu'on peut produire des objections: «Oui, mais monsieur, il y a des hallucinations. Oui, mais il y a c'est pas fiable. Oui, mais l'explicabilité a posteriori, elle est pas robuste». Bon, il y a pas de sens commun, dit Yann Lequin, rassurez-vous, l'AGI n'est pas pour demain, et cetera. Et là, petit moment de publicité, parce qu'apparemment, faut faire la publicité. Donc, comme je suis spécialiste des modèles, des simulations et donc des lois de la nature, on est dans des choses ici, sur lesquelles j'ai un peu travaillé avec des collègues. Les réponses possibles à ces objections, qui ne sont pas rassurantes, c'est de dire qu'effectivement, le hacking a eu lieu et qu'on ne pourra pas faire sans. Donc, ça veut dire notamment que le cerveau est fini, n'en déplaise à certains spiritualistes. Ça veut dire peut-être aussi que le monde physique est fini, n'en déplaise à Newton et Pascal. Que le monde physique, finalement, se suffit au moins d'être modélisé comme discret, bien qu'à granularité très fine. Et que l'intelligence humaine serait un proxy parmi d'autres, simplement adapté aux limites physiques de notre cerveau et servant à compresser de façon utilitaire certaines représentations du monde. Je ne sais pas si vous connaissez, la théorie de Kahneman, système 2, système 1 de la pensée. La vitesse de la pensée, c'est quelque chose de très intéressant. C'est assez consensuel, hein, même Damasio, d'autres enfin, sont assez d'accord. Il y a 2 systèmes de la pensée, hein. Heu, eh bien, je ferai l'hypothèse qu'on se rend compte que notre système de pensée S2 réfléchi, où on prend du temps, on se donne des raisons et des causes. En fait, ce serait, un S1 complètement sur mode réflexe et utilitaire pour une hyper intelligence qui verrait des symétries là où on ne les voit pas. En résumé, je terminerai là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je propose? L'explicabilité, on a vu, c'est une conservation d'énergie ou d'informations humainement sensées. Pour les IA génératives actuelles, il y a bien, conservation d'énergie, mais elle est non sensée, elle n'est pas interprétable pour nous, ce qui fait que, du coup, leurs productions ne sont pas explicables. En tout cas, pas directement explicables. Je simplifie parce que je sais qu'il existe des tas de systèmes aujourd'hui qui clampent, qui hybrident, l'IA symbolique et l'IA mais bon, on n'a pas le temps. Et enfin, je dirais, attention, souvenez-vous, différence entre signaux et signes et c'est lié aussi peut-être à la tension entre la finitude et l'infinitude. On avait cru que l'esprit était infini, on avait cru que l'âme était insondable, on se rend compte qu'on peut la hacker, simplement en hackant la parure. Merci à vous. Merci infiniment, professeur Varenne. De nombreux concepts, voilà, le terme de parlure, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Merci en tout cas de nous C'est introduire une à ça. expression québécoise qui signifie un type de parler d'une province. D'accord. Mais je trouve qu'on Avec une est la spécificité. province du vivant, on est la province des mammifères. Donc, il y avait les Néandertals avant, les Florensis, on les a tous oxy apparemment. C'est ça. Bon, Donc, ils ont perdu. voilà, bon, vive les sapiens que nous sommes. Alors, vous avez posé beaucoup de questions au professeur. Malheureusement, on est un tout petit peu serré par le temps. Comme vous savez, on doit absolument quitter le lieu à 13h parce que c'est les vacances scolaires. Donc, je vais devoir en fait sélectionner drastiquement les questions, malheureusement. Il y en a une qui m'est remontée, que je trouve intéressante. C'est le lien entre explicabilité et responsabilité. Est-ce qu'une entreprise, une association, une organisation pourrait se réfugier derrière ce concept d'inexplicabilité pour se défausser de sa responsabilité? Vous avez 1 minute. Bon, on peut en revenir à cette histoire que raconte Aristote, qui est que quand vous êtes sous, quand vous êtes bourré, pour le dire, vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez plus une vision tellement causale de ce qui arrive, etc. D'accord? Donc vous allez éventuellement vous mettre en danger ou mettre quelqu'un en danger. Vous allez peut-être prendre le volant. Vous allez tuer quelqu'un, d'accord? Alors Aristote ne parle pas de voiture, hein. En tout cas, il peut arriver des problèmes, même dans l'Antiquité, quand on est bourré. D'accord? Est-ce que vous êtes responsable? D'accord? Et Aristote répond clairement, parce que vous êtes rendu responsable de vous mettre dans cet état-là. Donc il faut remonter à l'étape antérieure. C'est-à-dire, quand vous avez décidé de vous lier pieds et poings liés à l'IA, vous saviez ce que vous faisiez. Donc ma réponse est plutôt oui. Après, hein. On sait qu'elles ne peuvent pas répondre d'elles-mêmes. Elles n'ont pas, pour la plupart encore, de responsabilité.
même s'il peut y avoir des responsabilités, par exemple, de structures abstraites comme des sociétés, hein, responsabilité civile, etc. Donc voilà ma réponse. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste. J'ai des collègues éminents qui travaillent sur ces questions de droit qui sont particulièrement épineuses, surtout en créativité. Alors là, qui va gagner les sous au final? Qui va pouvoir protéger le produit? Vaste débat. Voilà, Guillaume. Merci beaucoup. J'ai encore un petit souci de connexion dans le même temps, donc ça permet de poser votre question. En préambule, vous aviez parlé de différents types d'IA. C'est vrai par extension, on parle beaucoup d'IA générative. Vous avez aussi évoqué l'IA symbolique, l'IA prédictif. Est-ce que ces phénomènes d'inexplicabilité sont communs à l'ensemble des systèmes d'IA? Ah non, pas du tout, justement. L'intérêt de l'IA Good Old-Fashioned AI, GoFi AI, si on peut dire, c'est que c'était fondé sur des concepts. C'est-à-dire, en gros, la logique symbolique, P implique Q, qui implique R, etc. Et comme l'exemple de syllogisme que j'ai donné, les chats, les félins, etc., vous voyez, on avait une transitivité du concept et tout était transparent d'une étape à une autre. L'ordinateur ajoutait simplement les arborescences et la quantité de syllogismes qu'on vous pouvez imbriquer. Et donc, c'est knowledge-based AI, c'est toutes les IA à base de concepts qui sont, elles, totalement explicables, même si, finalement, c'est des milliers d'étapes aussi qui pouvaient être... Par exemple, les systèmes experts dans les années 60 existaient déjà pour aider les médecins. Les systèmes experts étaient basés sur de l'explicabilité, puisque c'était basé sur des concepts. Donc, il y avait une conservation de l'information censée du début jusqu'à la fin. Voilà, du moteur d'inférence. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je continue un peu dans les questions parce qu'on est en train encore une fois d'essayer de régler ce problème de connectivité, comme quoi. Actuellement, en fait, donc les budgets d'investissement des grands acteurs de l'IA, de Anthropic, sont largement consacrés à pouvoir un peu expliquer cette boîte noire. Est-ce que vous avez bon espoir de voir dans les années à venir une véritable capacité de remonter un petit peu l'enchaînement dans l'arbre de décision, dans le réseau de neurones, pour qu'on puisse faire une explicabilité totale du fonctionnement des IA génératives? C'est pas interdit d'imaginer. On finance des gens pas loin, là, au Collège de France, Stéphane Malat, pour faire ça, parce qu'on est très fort en mathématiques. Comme toujours, quand une nation bien avancée n'a pas d'argent, elle est très forte en mathématiques. C'était le cas en Union soviétique, parce que ça coûte pas très cher. Donc, conservons cela. On est à Louis-le-Grand, donc on forme les mathématiciens de demain, il n'y a pas de souci, et donc j'espère qu'on va continuer. Oui, je pense, Stéphane Malat, il travaille sur des rapprochements avec des théories très compliquées et qui permettront peut-être de hacker ces fameuses symétries abstraites. Mais en fait, c'est évident parce que c'est de la statistique non paramétrique, mais en fait, il y a un paramètre caché derrière. Et donc, voilà, donc les mathématiques n'arrêtent pas de s'inter-interpréter et de se marginaliser et de s'expliquer et donc se trivialiser. Donc, c'est ce que j'espère personnellement. Bonne question. Très bien. Merci beaucoup, professeur. On va désormais leur tourne. On va désormais passer. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.